Merci pour cette introduction et ce défi d'illustrer cette image. Je vais peut-être répondre en citant T.S. Eliot. T.S. Eliot disait où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Je crois qu'aujourd'hui, en voyant ce genre de choses, il dirait où est passée l'information qu'on a perdue dans les données. Et je pense que le programme qui pourrait être le nôtre, ce serait de comment est-ce qu'on passe des données à l'information, de l'information à la connaissance et de la connaissance à la sagesse. Donc je ne prétends pas avoir de réponse à une question aussi vaste, mais je pense qu'on a tous besoin de se la poser, et individuellement et collectivement. En fait, moi je suis biologiste, comme vous l'avez dit, et dans le vivant, il y a en fait énormément de boucles de rétroaction. Ce qui caractérise le vivant, c'est le fait qu'il sait s'adapter, il sait sentir l'environnement et s'adapter. C'est déjà vrai de la première cellule, c'est vrai des organismes multicellulaires, c'est vrai de ceux qui ont un cerveau, c'est vrai de ceux qui vivent dans des sociétés, et a fortiori dans l'espèce humaine, où on a une société qui nous donne énormément de boucles de rétroaction. Donc en fait, dans le vivant, pendant des milliards d'années de coévolution, on a raffiné ces boucles de rétroaction. Aujourd'hui, on est en train de générer des nouvelles données qui vont permettre de nouvelles formes de rétroaction. Et la question, c'est comment est-ce que ces nouvelles formes de rétroaction vont s'intégrer avec les anciennes formes de rétroaction. Donc si par exemple, vous êtes capable de mesurer votre taux de glucose dans le sang en temps réel, en fait, auparavant, on avait un système qui mesurait d'une manière ou d'une autre quelque chose qui ressemble au taux de glucose dans le sang, simplement on n'en avait pas conscience. Mais on pouvait se dire, tiens, j'ai faim. Et alors vous attendez tous la pause maintenant que je vous ai dit ça, donc je vais être relativement bref, mais on voit bien qu'il y a des boucles de rétroaction qui existent au niveau biologique et qui vont se confronter avec d'autres boucles de rétroaction qui sont numériques et dont on va peut-être avoir conscience ou pas. Aujourd'hui, une bonne partie des données que l'on produit, en fait, on n'a pas conscience de ces données. La NSA ou le cloud les a peut-être, mais nous, on ne les a pas. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir un personal NSA, c'est un peu la question de l'image que vous m'avez présentée, comment est-ce qu'on pourrait, puisque tout ce que la NSA sait sur nous, est-ce qu'on pourrait le savoir sur nous-mêmes, et si oui, qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que par exemple, on pourrait se rendre compte qu'on est plus actif le matin ou pas? En l'occurrence, pour moi, pas forcément. J'ai un peu de mal à démarrer cette conférence, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait se rendre compte que si, par exemple, vous avez un téléphone comme celui-ci, en fait, ce téléphone, c'est énormément de choses sur vous, potentiellement. Il y a un accéléromètre à l'intérieur. Ça veut dire qu'il mesure toutes les accélérations. Donc, il sait si vous bougez bien, il sait si vous commencez à trembler, il sait si vous avez... par exemple, quand vous faites des erreurs de frappe, il le sait. Il sait si vous faites plus d'erreurs de frappe après un repas bien arrosé ou pas. Il sait si ça dépend de la quantité de sommeil, parce qu'il y a des applications qui peuvent mesurer la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous ronflez plus ou moins pendant la nuit? Est-ce que vous vous agitez beaucoup? Donc tout ça, ça peut être mesuré par ce genre de données. Est-ce qu'on peut le voir nous-mêmes, ou est-ce que seul le propriétaire de l'entreprise qui vous a donné ce téléphone va le savoir? Est-ce que vous êtes le propriétaire de vos données, ou est-ce que c'est d'autres qui sont propriétaires de vos données? Et on voit bien qu'il y a tout un tas de défis qui se posent là-dessus. Mais il ne suffit pas d'avoir des données. Encore faut-il passer de ces données à une certaine information, et de ces informations à une certaine forme de connaissance, voire à une forme de sagesse. Et donc, il faut arriver à faire des choses qui... Je ne crois pas du tout au phénomène Big Data dont Christophe parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a des gens qui ont essayé de mesurer les émotions que les gens avaient en visitant une exposition de peinture avec un certain nombre de tableaux. Et ils se sont rendus compte qu'en passant du tableau 55 au tableau 56, il y avait une accélération du rythme cardiaque que l'on observait chez quasiment tous les visiteurs. Et donc il y a eu un certain nombre de théories qui ont été proposées en disant mais c'est normal vu le tableau 55 et vu le tableau 56. Mais quand même, ça collait pas très bien. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que pour passer du tableau 55 au tableau 56, il fallait changer d'étage et monter un escalier. D'accord? Donc on voit bien que les données pures n'ont pas de sens si on ne sait pas les mettre en contexte. D'accord? Et que donc c'est tout sauf de la sagesse si on se contente de regarder du big data. Et donc ce qu'il faut, c'est mettre ces données en contexte, et qui mieux que l'utilisateur lui-même, que chacun d'entre nous, pour savoir quel est le contexte. Je donne un autre exemple un petit peu extrême, mais qui m'a aidé personnellement à sentir ça. Aujourd'hui, on peut tout numériser. Donc même les fusils sont numérisés, et on peut avoir un viseur numérisé. S'il est numérisé, ce qu'on voit dans la lorgnette peut être transmis à l'état-major.
Et la question a été pour les militaires, est-ce que c'est l'état-major qui doit décider quand on appuie sur la gâchette, ou est-ce que c'est le soldat sur le terrain? Eh bien, par définition, l'état-major voit le petit bout de la lorgnette. D'accord? Alors que le soldat sur le terrain, même dans ce monde très hiérarchique qu'est l'armée, voit énormément d'autres informations. Et dans ce contexte, il utilise les données qu'il voit dans la lorgnette, plus tout ce qu'il a autour de lui, pour prendre la décision, éventuellement en référant à un collectif, et à un collectif en l'occurrence hiérarchisé. Mais on voit bien qu'on a besoin de mettre les données en contexte, quelles que soient ces données. Et donc, typiquement, les données de santé, on a besoin de les mettre en contexte. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Donc, il y a effectivement le médecin, voire le chercheur, qui sont capables de mettre les données en contexte, mais le patient lui-même voit beaucoup mieux le contexte. Il sait par exemple qu'en fait, si il y a un signal de ce type sur son téléphone portable, il y a quelques jours, c'est juste parce qu'il a prêté son téléphone à son grand-père. C'est pas forcément qu'il a eu tel type de trouble. Donc on voit bien que le contexte, encore une fois, est absolument essentiel. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à prendre du recul sur nos données et sur nous-mêmes. Alors ça date pas d'hier, hein. Socrate était connu pour dire connais-toi toi-même et sois capable d'une réflexion. Savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, c'est juste essentiel. Mais donc il faut savoir ce que ces données nous disent sur nous-mêmes et il faut être capable de prendre ce recul. Et pour cela, on a besoin d'être tous formés à ce que ça veut dire. Et donc je pense que les problèmes d'éducation sont essentiels parce que comment est-ce qu'on passe des données à l'information et de l'information à la connaissance, voire à la sagesse? Ça ne peut pas se faire sans une vraie réflexion. Et cette réflexion, elle a besoin de s'apprendre, elle a besoin de se travailler individuellement et collectivement. Et donc en fait, quels sont ceux qui ont le plus à l'habitude de travailler avec des données jusqu'à maintenant, des données quantitatives? Ce sont les chercheurs, ce sont les scientifiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire qu'il faut avoir fait 25 ans ou 30 ans d'études pour avoir le droit d'analyser les données et pour être chercheur. Et en fait, ce qui a été montré par les sciences cognitives, c'est qu'en fait, on est tous nés chercheurs. Et je ne sais pas si vous savez, mais les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord? Donc quand moi je me suis rendu compte de ça, j'ai été très surpris, parce que c'est une anomalie au sens de Kuhn, c'est-à-dire au sens de ça n'est pas dans la norme de ce qu'on attend. La norme de ce qu'on attend, c'est qu'il faut avoir fait des longues études pour pouvoir faire des publications scientifiques. Et en fait non, il suffit de faire confiance à sa curiosité et d'être mis dans un contexte dans lequel on nous incite à nous poser des questions et à donner du sens à ce que l'on observe et à éventuellement expérimenter. Mais cette attitude, en fait, les bébés l'ont naturellement. Un bébé, ça observe le monde, ça l'explore, ça expérimente et ça partage ses découvertes. Je pense que vous avez tous vu, et quand ça fait des erreurs, ça continue, ça persévère jusqu'à ce que ça finisse par arriver à trouver du sens dans leurs explorations. Et donc en fait, on peut soit dire que les chercheurs sont des grands enfants, soit que les enfants sont nés chercheurs, mais si les enfants sont nés chercheurs, c'est qu'on est tous nés chercheurs, par définition, et donc on peut tous avoir une attitude réflexive, quantitative, dans laquelle, en partageant avec nos pairs, on va pouvoir progresser. Et donc je pense que le défi, c'est pas d'espérer que Big Brother ou quelqu'un comme ça va résoudre tous les problèmes du monde avec des big data. La question, c'est de savoir comment chacun d'entre nous, à titre individuel, mais aussi dans un collectif de pairs qui vont pouvoir interagir et co-analyser les choses, vont pouvoir, de manière transparente, faire ça. Et donc j'insiste beaucoup sur la transparence, et en fait je pense qu'on a besoin, c'est une espèce de open NSA, hein, c'est-à-dire une capacité de open data dans lequel on peut savoir, on peut voir nous-mêmes nos propres données, on peut voir comment ces données ont été produites, on peut voir les algorithmes qui ont analysé ces données, on peut voir les plans des machines qui ont produit les données, on peut soi-même les adapter, hein, c'est tout le mouvement Open Hardware par exemple, le mouvement des makers, le mouvement du do-it-yourself, et donc il y a énormément de mouvements comme ça qui cherche la transparence et la productivité. Et vous avez parlé de sexualité. Si la sexualité permet l'évolution, c'est parce qu'elle permet le brassage, c'est parce qu'elle permet l'échange. Et cet échange a besoin justement de l'ouverture. Parce que si on était des clones, si on ne partageait pas, alors on ne pourrait pas s'adapter à un monde qui change. Et donc, dans l'évolution, la clonalité peut exister, elle peut être avantageuse à court terme, mais elle est toujours vouée à l'extinction. Alors que la sexualité, l'ouverture, l'échange est systématiquement ce qui a permis l'adaptation au changement du monde. Et on voit qu'on vit dans une société dans laquelle les changements s'accélèrent et on a besoin individuellement et collectivement de s'adapter à ça. Et on a besoin de le faire, pas simplement à une échelle
locale, mais en fait à une échelle globale. Et on a besoin de revenir à ce que les Grecs disaient. Donc j'ai cité Socrate, je pense qu'on pourrait aussi citer par exemple l'agora. L'agora grecque, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'échange et c'était un lieu de décision. Aujourd'hui, les lieux d'échange et d'information ou d'échange de biens sont globaux, mais les lieux de décision sont fondamentalement locaux encore. Et donc on voit bien qu'on a un problème par rapport à ça. Et une autre illustration qui nous vient des Grecs, pour moi, c'est ce que disait Aristote. Aristote disait qu'il y avait 3 piliers de la connaissance. Épistémé, qui était la connaissance du monde, et ça a donné l'épistémologie et la science. Techné, qui était la capacité d'agir sur le monde, et ça a donné la technologie, évidemment. Et donc la science et la technologie ont cru quasiment de manière exponentielle depuis cette période-là. Et le 3e pilier de la connaissance, c'était la phronésis. Alors je ne sais pas combien de personnes ici savent ce que c'est que la phronésis, mais comme il y a beaucoup de gens très cultivés, j'imagine qu'il va y avoir un plus haut pourcentage que dans les autres auditoires dans lesquels je parle. Mais la phronésis, il y a plusieurs acceptations de ce terme, mais une que j'aime beaucoup, c'est l'éthique de l'action. Et ce que je trouve vraiment curieux, c'est qu'on a fait progresser la science et la technologie, mais pas beaucoup notre éthique de l'action. Notre éthique de l'action individuelle et notre éthique de l'action collective. Notre éthique de l'action au niveau local et au niveau global. Notre éthique de l'action personnelle et notre capacité à penser à la fois le court terme et le long terme. Et on voit bien qu'avec les défis, que ce soit le changement climatique ou d'autres défis globaux, on a besoin d'une éthique de l'action, mais si on ne l'apprend pas, si on ne la partage pas, alors où est-ce qu'on va aller ? Et donc on a vraiment besoin, pour revenir à T.S. Eliot, de penser non seulement des technologies des données, des technologies de l'information, mais même, j'oserais dire, des technologies de la connaissance et peut-être un jour inventer ce qui s'apparentera peut-être à les technologies de la sagesse, si tant est que ça puisse exister. Mais je pense qu'en tout cas, on a besoin de se poser ces questions-là et on a besoin de revenir aux fondamentaux, à l'histoire, à nos racines. J'ai beaucoup cité les Grecs pour cela, mais on a besoin de comprendre l'histoire pour pouvoir penser le présent et se préparer à l'avenir. Merci. Merci beaucoup.